Bonjour à tous et bienvenue dans ce 169e épisode de Dev Café. Et comme chaque jour, je vous sers le meilleur de l'actu autour du développement et tout ça en une dizaine de minutes, bien sûr. Et d'ailleurs, en ce moment, je peux pas dire que je vous habitue avec un sommaire fixe parce qu'aujourd'hui, dans un premier temps, il y aura des outils et dans un deuxième temps, ce sera plus axé sur la partie actualité. Et d'ailleurs, typiquement dans ces actualités, il y a Google qui fait des économies en ce moment et je vous parie que vous allez découvrir des trésors chez vous. Mais je vous en dis pas plus. Allez, si, petit indice. Et bon, allez, j'ai pas plus d'annonces à faire et on commence tout de suite. On commence par un toolkit pour concevoir des interfaces graphiques en Rust et qui cible à la fois le desktop et l'embarqué. Alors il s'appelle ESLint et il est vraiment tout beau tout neuf car il est sorti hier en version 1.0. Et peut-être que ce nom de ESLint ne vous dit rien parce qu'en fait pendant son développement il s'appelait 60 FPS. Et là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il a de nouveau ? Eh bien déjà pour commencer il fait comme plein de frameworks aujourd'hui, à savoir proposer de la déclarative UI qui sera ensuite compilée en code natif. L'avantage, c'est que c'est juste un toolkit pour l'interface graphique, car vous pourrez y connecter ce que vous souhaitez comme langage sur la partie métier. En tout cas, pour le moment, vous avez déjà tout le nécessaire pour faire du C++, du JavaScript ou même du Rust. Et bien sûr, les API, elles sont modulaires, donc potentiellement n'importe quel langage pourra s'y ajouter. Côté outils maintenant, la meilleure des choses, c'est d'utiliser VS Code, car ils ont une extension dédiée qui permet d'avoir un aperçu en direct des modifications que vous faites. Et l'avantage, c'est qu'ils tournent aussi sur la déclinaison web de VS Code. Mais tout de même, avant de vous lancer à corps perdu dessus, vous avez des démos qui tournent dans un navigateur, histoire de vous rassurer sur ses possibilités. Et au final, avec tout ce que je vous ai dit, j'imagine quand même que vous dites « bon, c'est un gros mouif ». Mais la grosse force de ESLint, c'est qu'il peut tourner sur de l'embarqué, et quand je dis ça, c'est vraiment sur des configs minimalistes avec typiquement les 164 kilo-octets de RAM d'un Raspberry Pi Pico, et ça ne lui fait absolument pas peur. Et vous voulez que je rajoute la petite couche supplémentaire ? Eh bien, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on voit que sur leur roadmap, ils veulent aussi l'adapter à Android et iOS, et ça pourrait vraiment être sympa, mais bien sûr, il va pas falloir être pressé. Par contre, je vois quand même les 2-3 du fond qui me disent qu'en haut de l'écran, il y a une notion de licence. Mais bon, rassurez-vous, vous pouvez publier librement du contenu, cet aspect de licence, en fait, c'est pour obtenir du support dédié. Donc voilà, finalement, ça fait un toolkit de plus à surveiller, comme qui dirait. Ensuite, on passe à deux outils autour du mobile. Le premier est totalement orienté DevOps puisqu'il va agir un peu comme un inspecteur général des travaux finis. Alors concrètement, l'idée c'est qu'il est là pour expliquer les différentes étapes du processus de build jusqu'à sa distribution. Mais attention, c'est absolument pas un CI/CD car c'est vraiment un outil qui vient se placer au-dessus et finalement coordonner le tout. Alors si je faisais une petite comparaison, c'est une sorte de tour de contrôle. Alors non, ça s'appelle pas Tower parce que c'est déjà pris, mais ça reste toujours dans la thématique du transport parce que ça s'appelle Tramline. Et l'idée c'est de sortir du CI/CD tout l'aspect process pour le rendre plus accessible à des personnes extérieures qui ne comprendraient pas tout ce que c'est ce truc de CI/CD, je comprends rien, c'est en anglais, etc. etc. C'est donc vraiment pour du pur DevOps qui va être compréhensible par du monsieur et madame tout le monde, si je dois le dire. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je vous parle de ce projet ? Parce que, bon, certes, ok, c'est intéressant, et bien surtout, la Tramline c'est désormais distribué en open source et vous pouvez donc l'auto-héberger. Parce que jusqu'à présent, il fallait forcément passer par chez eux, et c'est pas franchement donné parce qu'on est sur du 300$ par app et par mois. Je vous avais promis un deuxième outil, et bien le voici, mais en réalité c'est pas vraiment un outil, mais plutôt quelque chose qui va faire, j'imagine, grincer quelques dents, parce que c'est une norme autour de la sécurité des applis mobiles. Alors en tant que telle, elle s'appelle la Mobile Application Security Verification Standard, ou MASVS, mais en réalité elle n'est pas tout à fait nouvelle parce qu'elle existe déjà depuis plusieurs années, mais la V2 est sortie, et en plus pas forcément le bon jour parce que c'était le 1er avril. Et concrètement ce qu'apporte cette nouvelle version c'est principalement de la simplification, avec un vocabulaire plus simple et plus clair, mais aussi en limitant un tout petit peu son scope pour éviter d'aller sur les plates-bandes d'autres standards. Et plus précisément cette norme contient plusieurs catégories, à savoir le stockage, le chiffrement, l'authentification, la communication réseau, les interactions avec la plateforme, la qualité de code et enfin la résilience face au reverse engineering. Et là on va imaginer que je vous cite une règle totalement au hasard, et par exemple ça va être de ne pas faire fuiter les données personnelles. Et bon, en tant que tel, la spec elle s'arrête là parce que ce sont ensuite des organismes qui vont vérifier sa mise en œuvre. Et bon, j'imagine que vous n'allez pas vous précipiter dessus, mais bon, j'imagine que selon le secteur d'activité dans lequel vous travaillez, eh bien préparez-vous parce que ça risque de vous tomber sur la tête. Voilà, c'était nos 3 outils, ou plutôt même normes du jour. Et bien avant de passer aux actus, eh bien place aussi à des actus, mais en version en bref. Très rapidement, des nouvelles versions de React Native et Tori sont disponibles, respectivement stable et en alpha, mais rien de forcément notable. Nearby Share est une fonctionnalité qui permet de facilement s'échanger des données ou des fichiers entre téléphones Android.
Mais depuis la fin de la semaine dernière, un client Windows est disponible pour aussi ajouter votre ordinateur dans la danse. Sachant que ce client a été fait en Flutter. Ensuite, que se passe-t-il quand vous êtes au fond du trou et que vous essayez tant bien que mal d'en sortir? Eh bien, c'est à peu près l'état d'esprit de la communauté .NET MAUI, à tel point qu'un thread réclamant de la positivité a été créé. On poursuit avec une infographie qui montre qu'avant le rachat de Twitter par Elon Musk, le réseau avait un énorme problème, à savoir que le revenu généré par employé était extrêmement faible. Cela pourrait donc justifier les licenciements. Enfin, si vous utilisez Jira, une semi-bonne nouvelle pour vous, puisque la fonctionnalité permettant d'utiliser des noms de domaine personnalisés arrive enfin, alors qu'elle était demandée depuis 2011. Mais l'implémentation choisit des plaies car elle se fait forcément au format quelquechose.jira.lenomdedomaine.com. Bon, maintenant on n'est plus à un an près pour un autre correctif. Pour reprendre, on l'a déjà évoqué à maintes reprises, mais l'accessibilité c'est quand même toujours la dernière roue du carrosse sur le développement en général. Par contre, côté industrie du jeu vidéo, bien, ils font de plus en plus d'efforts, par exemple avec des manettes optimisées ou encore des jeux avec de nombreuses options. C'était par exemple le cas du dernier God of War qui proposait plus de 70 fonctionnalités, que ce soit sur la partie visuelle, auditive ou encore sur les mouvements de la caméra. Et depuis lundi soir, Sony va encore un peu plus loin en mettant sur son store les capacités techniques des jeux dans le domaine. Alors a priori, c'est du pur déclaratif, c'est-à-dire que rien n'est pré-rempli et c'est vraiment aux développeurs d'en faire la démarche, mais dans la capture qu'on voit ici, par exemple, on peut voir qu'on peut modifier la taille du texte ou encore jouer sur son contraste. Et avec du recul, je trouve que c'est quand même alarmant qu'on ne dispose pas des mêmes infos sur les boutiques d'applis mobiles ou encore de celles pour les ordinateurs, parce qu'aujourd'hui, les personnes handicapées sont forcées d'installer les applications et jeux pour en découvrir finalement la qualité d'implémentation. Et en parallèle de cette annonce, j'ai essayé de trouver des initiatives dans ce sens, mais j'ai rien trouvé de concret si ce n'est quelques listes d'applications recommandées. En tout cas, je sais pas vous, mais je trouve qu'avoir ces indicateurs, ça pourrait non seulement éclairer les choix lors des téléchargements, mais ça pourrait aussi être utilisé en mode name and shame et pointer du doigt que telle ou telle appli ne soit pas bonne dans le domaine, et donc forcer la main. Bon, j'ai pas de transition foireuse à faire aujourd'hui, car on va simplement revenir sur l'application chinoise que je vous évoquais la semaine dernière, où je vous avais indiqué que Google l'avait retirée du Google Play et elle s'appelait Pinduo Duo. Mais juste pour rappel, sa face publique, c'est une application qui met en relation acheteurs et vendeurs, mais pas dans le sens d'un bon coin, mais vraiment dans un sens tout à fait professionnel. C'est plutôt, si je devais dire, une sorte d'Amazon humanisé. Et le succès se fait d'ailleurs sentir car en Chine, Pinduo Duo c'est juste derrière Alibaba et JD.com, et au niveau mondial, elle commençait même à se faire un petit nom au Canada ou aux États-Unis. Mais comme qui dirait, ça c'était avant, puisque des chercheurs de Lookout ont découvert que l'application avait en réalité plusieurs facettes. Alors certes, la déclinaison qui était mise en ligne sur le Google Play, elle avait aucun problème, mais celle qui était diffusée sur des stores alternatifs, elle profitait des backdoors et autres failles d'Android pour installer par exemple des widgets sournoisement, mais aussi parser le contenu des notifications, voire même accéder à des infos sur la géoloc de l'utilisateur. Bon, en toute logique, Google a aussitôt mis en ligne cette application, et toujours en toute logique, l'éditeur de Pinduo Duo a réagi avec un communiqué en disant « Nous rejetons fermement les spéculations et accusations ». Et bon, en fait, on s'était arrêté là la semaine dernière. Sauf que bon, ça a beau être la Chine, mais les langues de certains employés se sont déliées entre temps, car j'ai trouvé des infos sur certes un site chinois un peu obscur, mais bon, Google Translate m'a bien aidé. Et selon la traduction des fameux employés, ils disent que l'entreprise avait mis en place une équipe d'une centaine d'ingénieurs depuis 2020, et elle s'était spécialisée non seulement dans la recherche des vulnérabilités, mais surtout sur les moyens de les exploiter, et encore mieux d'en tirer profit. Parce que l'idée c'était de récolter un maximum de données des utilisateurs pour donc comprendre les habitudes et donc améliorer leur IA et par voie de conséquence fournir des meilleures notifications et donc des pubs toujours plus ciblées. Et là encore, en toute logique, passer plus de commandes et donc plus de commissions et donc plus d'argent. Et bon voilà, ça fait quand même beaucoup de conséquences. A priori, l'équipe a été dissoute début mars juste après les différentes découvertes et pareil, tout le code a été supprimé de l'appli. Et toujours dans les a priori, ils ont été aussi classe que Google lors des licenciements, parce que les employés, ils ont découvert qu'ils avaient été licenciés du jour au lendemain en ayant simplement perdu leurs accès. Et là on pourrait se dire, bon ben tiens, voilà, tout est fini, l'histoire se finit bien. Eh bien non, parce que vous savez, dans les films, il y a toujours une petite porte ouverte pour une suite un peu maléfique. Eh bien la suite, elle est déjà en route, car la plupart des employés, ils ont été transférés pour bosser sur Temu, qui est elle aussi une application qu'elle vend en poupe et qui elle aussi est une application de commerce et qui elle aussi est disponible aux États-Unis. Bon après il faut peut-être pas voir le mal de partout, mais quand même mon conseil du jour, désinstallez Temu et Pinduo Duo si toutefois vous les avez installés, parce que bon normalement c'est pas disponible en Europe, mais bon en tout cas ça sent quand même un tout petit peu le caca. Et enfin, comme qui dirait, c'est un peu, voire même beaucoup la crise chez Google en ce moment, et lundi je vous disais que la directrice financière du groupe avait envoyé un mail à tous les employés pour notamment leur dire qu'ils réduisaient les horaires d'ouverture des cafettes ou encore des horaires de service de navette.
Mais ce n'était qu'un petit détail, car depuis lundi, CNBC a enfoncé le clou en ayant accès à d'autres documents. Et on y apprend que les cours de finesse vont être limités, mais surtout, et là c'est assez risible, ils vont faire des économies dans les fournitures de bureau, car ça concerne plus précisément les agrafeuses ou encore le scotch qui ne seront plus forcément fournis. Et il donne l'exemple de San Francisco où les employés doivent maintenant les emprunter à l'accueil du bâtiment. Bon, et si cette limitation fait quand même très pingre, les économies vont aussi concerner les ordinateurs fournis, car jusqu'à présent, quel que soit le poste, il était possible de le choisir dans tout le catalogue. Mais désormais, seuls les ingénieurs qui ont vraiment besoin d'un MacBook pourront en avoir un. Sinon, ce sera Chromebook pour tout le monde. Bon, finalement, avec tous ces documents en plus, et comme je vous l'avais dit lundi, ce serait quand même pas étonnant qu'on entende encore plus de grands noms quitter le navire, parce que ce sont quand même les valeurs de la société depuis le début. Mais bon, quand même, on va finir sur du positif, et j'ai un super conseil pour vous. Alors aujourd'hui, la première chose que vous allez faire en arrivant au bureau, vous piquez tout le stock des agrafeuses et du scotch et vous attendez que le cours monte. Parce que moi je suis sûr et je vous parie que le cours va monter et qu'il va y avoir un business. Bon, je suis quand même pas sûr que vous deviendrez riche pour autant avec cette petite astuce, et je crois d'ailleurs qu'il est temps d'arrêter ce Dev Café pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à faire des petits pouces vers le haut si ça vous a plu, d'autant quand même que le programme était un peu différent d'habitude aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous même heure et même endroit dès demain. Et quand même, n'oubliez pas de faire des petits bisous aux Irènes aujourd'hui, parce que c'est leur fête, vous le savez maintenant. Allez, je vous dis à demain.